Europe 1, le journal permanent. À 19h15 sur Europe 1, dans l'attente du vote solennel du budget de la Sécu, ça passe à un cheveu ou ça casse. L'Assemblée a entériné le vote du volet dépenses par 227 pour, 86 contre, 189 abstentions. Le parquet de Paris annonce avoir ouvert une enquête pour violence volontaire sur l'enfant de 8 ans placé dans un foyer parisien de l'aide à l'enfance, tendu de force. Après avoir fait une bêtise, la vidéo a été partagée, suscitant une indignation générale. Elle nie à l'audience avoir mis du détergent dans les aliments. Une nourrice algérienne sous OQTF, employée par une famille juive, est jugée aujourd'hui pour avoir tenté d'empoisonner les parents et les enfants qu'elle gardait parce que, comme elle le déclare, les juifs, ils ont l'argent, ils ont le pouvoir. Après l'antisémitisme d'atmosphère, voici l'antisémitisme d'intimité, celui qui a lieu dans le foyer familial, dit l'avocat de cette famille. Une opération d'ampleur lancée dans les quartiers nord de Marseille, 1500 policiers déployés pour cibler en même temps 15 points de deal. Objectif, reprendre le terrain aux narcotrafiquants, explique le nouveau préfet des Bouches-du-Rhône. Renault Group et Ford annoncent avoir noué un partenariat pour développer et produire 2 voitures électriques dans le nord de la France. Partenariat qualifié d'historique, mais il n'en a en aucun cas un préalable à une fusion, précisent les patrons des 2 constructeurs. Europe 1 soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Autour de la table jusqu'à 20h, Jules Torres, bonsoir. Bonsoir, journaliste au service politique du JDD. Bonsoir Gilles William Goldnadel. Bonsoir. Et nous accueillons François Patria. Bonsoir monsieur le sénateur. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Sénateur Renaissance de Côte d'Or, président du groupe RDPI, Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. On attend tous avec, j'allais dire avec panique, mais quand même, parce que la situation est grave, ce vote solennel du budget. On dit depuis quelques jours et depuis quelques heures et depuis quelques minutes encore plus que ça passe ou ça casse, ça passe à un cheveu ou ça casse. Quel est votre sentiment, François Patria ? On a tellement dit depuis des semaines, voire des mois, que ce budget était impossible, qu'il n'y en aurait jamais, que la date du 9 décembre était une date fatidique, que ce soir on peut être un peu plus mesuré. Alors qu'il est, je le suis plus, compte tenu des faits des déclarations que j'ai pu entendre, et en fin de compte des rétropédalages que j'ai vus de ceux qui étaient, il y a encore quelques jours, encore totalement contre. Le fait ce soir que, après une dernière concession, le groupe écologiste décide globalement de s'abstenir. Le fait que les socialistes, qu'il y a encore 15 jours, disaient qu'ils ne pourraient jamais voter pour, ils pouvaient au mieux s'abstenir, votent pour ce soir. Le fait que Édouard Philippe, après avoir dit que ce budget ne pouvait pas voter contre, demande à ses troupes de s'abstenir ce soir. Il a raison de le faire, Édouard Philippe ? Il était temps. Il était temps. Je crois qu'il était temps parce que la coupe risquait de déborder, en tout cas la ligne rouge était franchie. Parce que s'abstenir, c'est voter contre. S'abstenir en voter contre, non, parce que ce sont les voix contre qui vont compter et celles qui sont pour. Celles qui s'abstiennent aujourd'hui, parce que ils pouvaient. J'imagine que dans le cas du socle commun auquel il avait adhéré et qui a survécu un peu de temps, il pouvait voter pour. Parce que, malgré tout, il a le sens des responsabilités, il a été Premier ministre, il sait ce que c'est que l'avenir de ce pays. Je pense que la raison eût été que, à la fois, la majorité des Républicains et les gens d'horizon puissent voter pour. Jules Torres. Comment on peut voter un budget pareil ? Là, ce sera le PLFSS, avec un déficit de la branche maladie qui est autour de 13 milliards d'euros. Est-ce que l'argument aujourd'hui de la responsabilité contre le chaos, vous avez l'impression qu'il fonctionne ? On avait le choix, vous savez, entre la peste et le choléra. Moi, j'ai réfléchi longuement à ce que pouvait être notre vote. Tout à cause, en ce qui nous concerne, il eût été un vote positif. Mais je mesure aujourd'hui où c'est le plus grave. Je pense que de ne pas avoir de budget de la sécurité sociale, d'avoir derrière un risque d'un budget non voté, entraîne à la fois une forme de chaos, qu'on le veuille ou non, et dans le même temps, des dépenses publiques supérieures à ce qu'on n'a pas gagné là. Ce budget est imparfait. Est imparfait. Moi, nous avons espéré qu'il y aurait plus d'économies et moins de dépenses. Moins d'impôts nouveaux et plus d'économies de réforme de l'État. Bien entendu, la voie qui était le budget tel que le présentait Sébastien Lecornu présentait ses équilibres, avec une baisse du déficit de la Sécu de 26 à 17 milliards. On va être à 19-20. C'est moins pire que les 30 qu'on aurait s'il n'y avait pas de budget. On va écouter la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, sur le sujet. J'ai aussi vu 2 groupes qui cherchent juste des problèmes. Vous savez, le RN dit toute la journée que la suspension des retraites, ils l'ont quand même voté. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire là dans 3 heures cet après-midi ? Il est possible qu'ils votent contre. Si vous êtes pour quelque chose, si vous voulez que ça rentre dans la vie des Français, il faut au fond, qu'ils votent pour. Mais c'est pas ce qu'ils vont faire parce qu'ils sont cyniques. Le vote de cet après-midi, c'est ça qu'il faut que les Français comprennent très simplement. Parce que s'il n'y a rien pour les Français de plus en janvier, dans 3 semaines, je peux vous dire aussi qu'il n'y aura rien de plus et de mieux pour les finances publiques.
Parce qu'en absence de budget, en fait, vous avez un système qui, en fait, est hors de contrôle. J'ai une question un peu philosophique pour vous, François Patria. À quoi sert l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le travail parlementaire de plusieurs partis qui sont très différents, qui sont là, j'allais dire, au sommet du pas d'accord chacun les uns avec les autres, si c'est pour dire que, en fait, certains sont des artisans du chaos, et puis voilà la ligne globale que tout le monde devrait adopter. Est-ce qu'il y a un mantra général qui serait la parole sainte et puis en fait, finalement, ceux qui ne veulent pas voter comme nous, finalement, ils ont tort. Deux choses. La première, c'est que la seule chose qui devrait dicter les parlementaires, et je l'ai été pendant plusieurs décennies, c'est l'intérêt général. C'est l'intérêt général. C'est pas l'intérêt d'un clan, c'est pas l'intérêt d'un parti, c'est pas l'intérêt politique futur, c'est pas l'ambition fut-elle légitime ailleurs, c'est l'intérêt général. Or, aujourd'hui, on assiste, dans le deuxième point, à des alliances contre nature. Qui va voter contre ce soir? Le RN? On ne sait pas. Le RN, Oui, mais à ce jeu-là, M. Patria, on peut faire le reproche à tous les parlementaires. Il arrive aux députés Renaissance de voter avec la France Insoumise, il arrive aux députés Renaissance de voter avec le Rassemblement National, et vous n'êtes pas là à crier sur les plateaux de radio budget, que ce sont des alliances contre nature. Si, parce qu'il ne s'agit pas d'alliance à ce moment-là. L'alliance, elle se fait dans les moments cruciaux, dans un vote global sur le budget, sur un amendement qui permet de défendre l'intérêt général et d'améliorer le sort des Français. Que les gens votent ensemble. Mais est-ce que les gens comprennent encore, M. Patria, ce que c'est que l'intérêt général? Toute cette cacophonie. Je crois surtout qu'il y a des gens qui sont encore dans un combat passéiste en pensant qu'il y a un combat droite-gauche. Aujourd'hui, c'est un combat extrême-droite, extrême-gauche, qui trouble le jeu parce que ce sont tous des acteurs du chaos. Certains veulent le chaos pour le chaos, comme la France Insoumise, et certains veulent le chaos pour aller aux élections, comme l'extrême-droite aujourd'hui. Donc, ce sont effectivement aujourd'hui des alliés du chaos. Pardonnez-moi, et vous avez ces mêmes ingénieurs du chaos, comme vous le dites, qui parlent de vous, du bloc central, comme étant vous-même les ingénieurs du chaos. Parce que de trouver aujourd'hui des économies, de trouver un financement pour les maladies, de trouver un financement pour relancer l'économie, de trouver un financement pour les collectivités, c'est l'ingénieur du chaos. Gilles William Goldnadel, dans toute cette perspective. Non, très sincèrement, je suis accessible à votre raisonnement pondéré, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi ce que vous appelez l'extrême droite serait l'ingénieur du chaos au prétexte qu'elle réclame une dissolution qui est d'une certaine manière la conséquence de la propre dissolution, alors du véritable ingénieur du chaos qui s'appelle Monsieur Macron Emmanuel. Donc je pense, vous voyez, avec tout le respect que j'ai pour vous, quand j'entends Madame Amélie de Montchalin donner des leçons de vertu, j'ai un peu de mal. François Patria. D'abord, il n'est pas question dans la dissolution de parler de vertu ou de pas de vertu, il est question de choix. Moi, je crois que quand le moment est difficile, quand l'instant est tragique, et il était le soir, à mes yeux, le soir de l'élection des européennes, pourquoi de redonner la parole au peuple. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi il était difficile le moment? Parce qu'on a bien vu qu'à ce moment-là, les formes qui sont anti-européennes, puisque l'extrême droite est quand même anti-européenne dans ce pays, on va dire le Rassemblement national, profondément anti-européenne. Ils sont profondément. Aujourd'hui, écoutez, c'est la ligne politique de Mme Le Pen, du Bardella, de dire qu'ils sont contre l'Europe, qui sont contre l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui. Ils ne sont pas pour l'Europe qui a été construite par les pères fondateurs et que nous construisons aujourd'hui. Mais à partir du moment où, ce soir-là, les forces, j'allais dire, contraires à ce qu'on souhaite pour l'Europe, parce que la majorité des pays souhaitent pour l'Europe aujourd'hui encore, eh bien, redonner la parole au peuple ne me paraît pas un péché. Ensuite, moi je pense que l'ingénieur du chaos, non, c'est pas la dissolution. Donc, attendez, c'est le Front républicain. Voilà, je mets sur pause votre raisonnement, François Patria, parce que c'est très intéressant. Alors qu'il y a beaucoup de responsables politiques du bloc central qui ont admis, et même le président de la République, lors de ses vœux présidentiels, qui a dit qu'effectivement, cette dissolution avait suscité plus d'instabilité que de stabilité. C'est vrai. Vous dites aujourd'hui que ça n'a pas été un péché de provoquer la dissolution. Non, je dis que ça n'a pas été un péché parce que c'est pas le président de la République qui vote, c'est les Français qui votent. Non, mais c'est les Français qui votent. C'est les Français qui votent. Ouais. Attendez, moi, je veux bien. C'est pas lui qui a décidé de voter pour un Parlement éclaté. C'est les Français qui ont même choisi d'avoir un Parlement éclaté par leur vote. C'est leur choix. On ne peut pas dire après que c'est la faute à Macron. Et vous ai-je bien compris, Gilles William, quand vous considériez que certes la dissolution, après tout, était la conséquence du résultat des législatives, mais que par contre, ce qui était une calamité, ça a été le Front républicain après,
des alliances de second tour avec le parti antisémite? Et C'est moi, ça que vous avez l'air de dire? Je me souviens le soir du premier tour, il était question que chacun de mes amis puisse se maintenir. Les choses ont changé. Je n'étais pas présent à ce moment-là, dans la soirée. Et le lendemain, on a décidé de faire le Front républicain. Moi, j'ai vu chez moi les gens comment ils réagissaient sur le terrain. On demandait à des gens de droite, très à droite ou centristes, de voter pour des gens très à gauche. Voilà. Ils me disaient à moi, tu sais, je préfère voter plutôt à droite, très à droite, plutôt que voter pour quelqu'un d'insoumis. On les a fait voter comme ça. On est arrivé à ces résultats incertains de voir des élus de la nation qui avaient été élus, non pas sur un quiproquo, mais sur un faux compromis qui ne débouchait sur aucun accord électoral. C'est ça le problème. Donc en fin de compte, je pense que, je dis aujourd'hui que le Front républicain a créé, qui est un faux front républicain de surcroît, a abouti à ce qu'on a retrouvé dans l'Assemblée. Mais donc du coup, aujourd'hui, pour reprendre ce que dit Gilles William Goldnadel, on est dans les conséquences de tout ça. On est dans les conséquences de cette tambouille, de ce faux compromis qui dure, pardonnez-moi, qui dure depuis 1 an et demi, où les Français d'abord n'y comprennent plus rien, et surtout, le bloc central, en commençant par les personnes du gouvernement et Amélie de Montchalin, essaye de sauver la situation en disant, mais quand même, dans cette tambouille, on va vous vendre notre tambouille à nous, qui est quand même moins mauvaise que celle qui pourrait arriver. Alors, expliquez-moi quand même, malgré tout, pourquoi ce qui se passe dans d'autres pays européens, où il y a des forces contradictoires. C'est vrai en Allemagne, c'est vrai en Italie, ailleurs. On arrive à faire des compromis et à trouver des coalitions et des majorités. Si aujourd'hui... la réponse, elle est toute trouvée. C'est qu'il y a des carrières politiques. C'est-à-dire que les personnes ont en bas à droite de leur fiche de paye un certain salaire qu'ils ne retrouveraient sans doute pas dans le privé. Et donc la carrière politique arrange bien certains députés de certains partis. Non, c'est un peu facile. C'est pas facile. C'est pas les députés des partis, c'est les chefs de partis plutôt, qui pensent plutôt à leur ambition, qui ont en arrière-pensée la présidentielle. Et si aujourd'hui, je dis que dans un pays qui se gérerait comme d'autres pays européens, je crois qu'il y aurait moyen aujourd'hui, une partie des républicains, une partie des socialistes, de travailler ensemble aujourd'hui. Ils ne veulent pas, ils continuent à s'opposer, ils rêvent depuis 2017 d'un nouveau clivage gauche-droite qui n'existe plus. Nous avons aujourd'hui un clivage extrême-droite, extrême-gauche. À débattre, 19h27, on continue de débattre avec vous François Patria, c'est passionnant, restez avec nous sur Europe 1. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Crépage de chignon aussi à l'Assemblée nationale entre les différents députés. Jules Torres, Gilles William Goldnadel. Jules Torres, vous vouliez interroger Monsieur Patria. Oui, j'ai beaucoup de mal avec ce que vous avez dit, avec tout le respect que je vous dois, évidemment, mais c'est-à-dire qu'on a l'impression, en vous écoutant, qu'Emmanuel Macron est responsable de rien et que tous les autres sont responsables de tout. C'est la faute de l'extrême gauche qui n'a jamais gouverné dans ce pays si la situation politique est celle-ci. Ce n'est ni de la faute de l'extrême droite, je reprends vos propos, en parlant du Rassemblement national, qui n'a jamais gouverné non plus dans ce pays. C'est la faute des Français qui ont mal voté à l'Assemblée aux dernières élections législatives et qui ont donné cette assemblée-là. Et Emmanuel Macron, finalement, même la dissolution, c'est pas très grave, il n'est responsable de rien. Donc j'ai quand même un petit peu du mal avec cette rhétorique. Bon. François Patria, sénateur Alors, de Côte-d'Or. il me faudrait pas mal de temps pour vous répondre parce que je pourrais vous expliquer pourquoi Emmanuel Macron aujourd'hui connaît cet état de disgrâce que je déplore et pour lequel je l'accompagne. D'abord, Emmanuel Macron aujourd'hui paye pour 40 ans de renoncement auquel j'ai participé. On est au bout du bout de tout ce qu'on a pu céder. Donc c'est un mea culpa que vous faites ce soir sur Europe 1. Moi, pour ce qui me concerne, c'est parce que je le dis. On a beaucoup cédé. Depuis 1973, on a voté des budgets tous, la droite comme la gauche, en déséquilibre. Et aujourd'hui, il y a un point de rupture qui arrive. Ça arrive quand c'est Emmanuel Macron, c'est vrai. Bon. Ensuite, que vous le vouliez ou non, je vous entends bien, mais citez-moi, j'ai connu 6 présidents de la République, dont 4 personnellement. Je n'ai jamais connu un président de la République qui a rencontré les crises qu'il a rencontrées. Le Covid, les gilets jaunes, la guerre, l'inflation, l'énergie, le Louvre, Notre-Dame. Comment voulez-vous, dans un contexte pareil à un moment... François Hollande qui a eu les attentats du Bataclan. Il a eu les attentats, oui, une fois. Ça a duré 3 mois. Il a eu une énorme crise du chômage. Mais 3 mois, non. Nicolas Sarkozy. Nicolas a eu une crise financière. Une crise financière. Ils ont eu chacun une crise. Sur la santé, il a eu H1N1. Entre une crise, je vous dis, entre une crise chacun et 5 crises successives qui durent 5 ans, c'est pas la même chose. Alors que dans le même temps, les Français demandaient toujours plus. Vous savez qu'aujourd'hui, dans ce pays, l'ingratitude est le vice qui coûte le moins cher.
ceux qui demandaient le plus pendant le Covid, le plus de moyens, jamais assez, sont ceux qui reprochent aujourd'hui à Macron d'avoir trop donné. Vous parlez d'ingratitude, vous parlez d'un président qui dit moi je traverse la rue, je trouve du boulot. Non, les phrases d'Emmanuel Macron alors là justement, qui s'adressent aux Français. Tout à fait. Alors, je vais vous dire là-dessus. François Patria. Moi, les phrases d'Emmanuel Macron, je les ai toujours appréciées. Alors vous allez dire que je suis fou, vous avez raison peut-être. Mais n'empêche que quand il dit je dépense un pognon de dingue pour faire des pauvres, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui dans ce pays ? Quand on dépense 1000 euros, on dépense 500, 600 euros pour faire du social, et malgré tout, on fait des pauvres. Je trouve que c'est un constat. Les gens l'ont mal pris, mais c'est la réalité. La France est celui qui dépense le plus dans le social, et malgré tout, on ne combat pas la crise. Deuxième chose, quand il dit traverse la rue, trouve du boulot, il est certain qu'aujourd'hui, je peux vous emmener voir dans le territoire rural que je connais, le nombre de petits patrons, petites entreprises qui cherchent des salariés et qu'ils ne trouvent pas. Oui. Alors, il y a une phrase qui m'avait moi aussi choqué, quand il avait dit il y a des gens qui ne sont rien. Je pense qu'il ne voulait pas dire des gens qui ne sont rien. Il voulait dire il y a des gens dans ce pays qui ne se sentent rien. Et je crois que, en fin de compte, ce que beaucoup de Français, et ça a commencé au lendemain de son élection, la droite et la gauche n'ont pas surpris, n'ont pas admis cette élection particulière. Monsieur le sénateur, et vous trouvez que devant M. Borloo, à propos des banlieues, quand il dit on ne va pas demander à deux mâles blancs de faire des plans sur les banlieues, c'était intelligent pour expliquer la crise de notre société actuelle. Vous pensez vraiment que c'était fin ? Oui, non, je pense que le plan Borloo était un plan qui pouvait être discuté, qui était très ambitieux, trop ambitieux pour les finances qu'elle avait aujourd'hui, que ces mots aient pu effectivement dépasser un peu. J'entends bien, mais j'entends dans cette société d'autres mots bien plus graves que ça, y compris dans la bouche des politiques. Jules Torres, pour en revenir au budget. Je vais demander à ce qu'on vous remette une statue et qu'on la mette au Touquet, parce qu'on n'a jamais vu quelqu'un défendre autant le président de la République, même sur des phrases qui ont choqué. Mais qu'est-ce qui vous choque dans le pognon de dingue ? Ce qui me choque, c'est quand Emmanuel Macron dit on va emmerder les non-vaccinés. Ce qui me choque, c'est la déconnexion du pouvoir qu'on voit particulièrement depuis les élections de 2022. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le président n'est responsable de rien, qu'il n'a rien fait, qu'il est absolument pas responsable. Vous parlez des crises, mais les crises, excusez-moi, personne n'a demandé à Emmanuel Macron d'être président de la République ou de se présenter à la candidature suprême. Donc quand on décide de se porter candidat à la présidence de la République, oui, il connaît des crises comme tous les présidents de la 5e et de la 4e ont connu des crises, ça existe, c'est comme ça. Et les crises, mais Emmanuel Macron n'est pas un surhomme, c'est pas quelqu'un qui est au-dessus du jugement populaire. Non mais les crises, même si les Français sont trop pas graves visiblement. Non mais les crises, d'abord, vous savez, je pense qu'aujourd'hui, ce sera difficile, quel que soit son successeur, les futurs présidents dans le contexte actuel, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les médias, etc., ce sera très difficile. D'ailleurs, il me semble que tous les présidents, Chirac, ça n'a pas été très brillant à la fin, Sarkozy, pas très brillant à la fin, Hollande, pas brillant à la fin, et ce sera le lot de tous les présidents aujourd'hui. Les gens votent un jour en pensant qu'il y a un sauveur qui va venir, et 2 ans après, ils le rejettent parce qu'ils n'ont pas tout ce qu'ils voulaient, ce qu'on a voulu leur donner. Mais je dis que le président de la République, je vous donne un exemple sur lequel je défends. Vous oubliez une chose, c'est que Emmanuel Macron est convaincu qu'il a été élu pour ses convictions. En fait, il a été largement élu par défaut. Écoutez, moi j'ai participé à la campagne électorale, il y avait autour de lui un enthousiasme. C'est de 2022 C'est le 2017. C'est le 2017. Ah oui, 2017. Parce que 2022, j'ai beau chercher, je ne vois pas la campagne. Est-ce que vous vous souvenez, à part ce grand discours à Marseille dont... Non, mais moi j'ai participé aux réunions autour de lui, autour des équipes. Le programme qu'il avait était un programme qui correspondait tout à fait à l'ère du temps aujourd'hui. Je ne parle pas de 2017, mais en 2022, j'ai pas vu la campagne. 2022 aussi. Il n'a pas été reconduit comme ça. Il a quand même, malgré tout, moi j'ai fait la campagne avec lui, j'ai fait les déplacements, j'ai fait les réunions, j'ai vu quand même, on a débattu autour du programme, c'était un programme qui était même lourd. Patria, je vous connais depuis 25 ans que j'exerce ce métier. Regardez-moi dans les yeux. Oui. Emmanuel Macron avait face à lui Marine Le Pen qui représentait le Rassemblement national. Oui. Je ne vous parle pas de 2027, je vous parle de 2022. En 2022, il y a des gens qui n'ont pas voulu voter Marine Le Pen et le RN et ils ont voté Emmanuel Macron. Oui. Ça s'appelle un vote par défaut. Tout à fait. C'est toujours comme ça au deuxième tour. Okay. Au premier tour, on élimine, au deuxième tour, on choisit. Donc c'est un président qui a été voté, qui largement a été voté. On peut le dire de tout le monde. Dites-le de Jacques Chirac en 2020, c'est pareil. Je ne parle pas de Jacques Chirac, là, on parle d'Emmanuel Macron. C'est la même chose. On parle d'Emmanuel Macron, on parle de la situation présente, on parle de nos enfants, on parle des gens qui regardent, de ceux qui vont avoir 18 ans en 2027, qui vont voter, qui se disent mais qu'est-ce que c'est que cette classe politique ? Comment on va s'en sortir avec ce budget gribouille ? C'est ça la question, François Patria. Vous parlez de Jacques Chirac, je vais vous parler de Pompidou, de Napoléon III, ça n'est pas le sujet, je vous parle de Emmanuel Macron. Non mais vous me citez un phénomène qui n'était pas nouveau et qui s'est reproduit déjà par le passé. Et moi je trouve d'abord que face à
j'étais là dans les débats, face à Madame Le Pen, je trouve quand même qu'il y avait une différence à la fois de classe, de vue et de programme. Je le dis comme tel. Ensuite, je voudrais venir sur une chose C'est importante. votre point de vue. Moi, un jour, j'ai dit au président de la République, vous savez, Monsieur le Président, les Français sont insensibles aux grandes lois. Ce qui les ennuie, ce qui les rend dingues, c'est leur quotidien. Or, Emmanuel Macron, depuis qu'il est élu, n'a pris que des mesures du quotidien qui changent la vie des Français. Je vous en donne 2-3. Le paiement des pensions alimentaires, le prélèvement à la source. Aujourd'hui, tiens, regardez, encore aujourd'hui. Ah oui, ils payent plus d'impôts, donc évidemment, le prélèvement à la source, c'est génial. Non mais, je veux dire, ça facilite la vie des Français. Moi, je sais ce que c'était ma déclaration d'impôt, je sais ce que c'est aujourd'hui. Comment je m'y retrouve. Mais tous les jours, Emmanuel Macron, pendant tout ce mandat, n'a pris que des mesures du quotidien. Que les Français, une fois qu'ils les absorbent, les oublient. Ah bah oui, effectivement, c'est tellement du quotidien qu'il écoute les jeunes qui sont sur TikTok et qui disent ah bah tiens wesh, je me suis oublié ma carte bleue dans le péage et puis finalement alors le jour d'après il réagit immédiatement en disant que et puis finalement on apprend que jeune je sais pas quoi machin. Non mais on va pas être dans l'anecdotique. Pardonnez-moi, mais ce sont des décisions présidentielles. On n'est pas dans l'anecdotique. Mais quand ils décident encore, la semaine dernière, de donner le fauteuil gratuit à toutes les personnes qui ont un fauteuil en France, c'est du quotidien qui soulage la vie des Français. Ça me semble important. Mais voilà le genre de mesures qu'il a pris, je pense que c'est pas si mal. Gilles William. Non, mais écoutez, moi d'abord, je vous l'ai dit bien sûr. En préambule quand on s'est rencontrés, votre fidélité me touche. Bon, non, mais c'est vrai, je considère même que c'est une marque de bêtise. Non, vous l'avez pas dit, vous ne dites pas non plus. Vous le pensez je vous l'ai pas, dit. vous le pensez pas. Je trouve que c'est une vertu. Bon. Il arrive quand même qu'elle aveugle. Très sincèrement, votre explication sur les 40 ans épouvantable, c'est vrai que d'une certaine manière, les Français ont été un peu décérébrés par le fiscalisme, par l'égalitarisme, etc. Mais le propre d'un président de la République qui se voulait au moins libéral sur le plan économique, il est de gauche sur le plan sociétal, je le déplore, mais c'est ainsi, au moins libéral sur le plan économique, il ne l'a pas été. Le quoi qu'il en coûte, il est quand même désastreux. Et qu'effectivement, aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai du mal à entendre la voix de la raison, qu'aujourd'hui encore, on veuille voter des choses en augmentant encore les impôts et en refusant les dépenses nécessaires. Pardon, j'ai du mal à considérer ça comme quelque chose de vertueux. J'arrive pas. D'abord, moi, je crois à la politique de l'offre. J'ai connu en 80 la politique keynésienne de la relance par la demande. Ça a échoué, on devait sortir du SME 2 ans après. Je crois à la politique de l'offre et elle a produit ses effets pendant les 3 premières années. On a baissé le chômage de 2 à 3 points, il a remonté un peu depuis aujourd'hui, mais dans le même temps, on a baissé les impôts. Attendez, moi, demandez aux Français, les Français me disent aujourd'hui, je dis, attendez, moi, j'ai payé une taxe d'habitation de 1 500 euros. Moi, je paye une taxe foncière maintenant qui englobe la taxe d'habitation de l'époque. C'est la faute au maire. La taxe foncière, c'est pas l'État. Pourquoi ? Bien sûr que c'est la faute Ils n'ont rien perdu, les communes. Rien perdu. Les collectivités locales se rattrapent sur la taxe foncière. Mais attendez, elles n'ont rien perdu, elles ont été compensées à l'euro. Elles ont été compensées à l'euro. C'est pas ce que dit mon maire. Parce que votre maire est d'opposition. Mais moi, je vois bien, j'ai été maire aussi. Même bord que vous. Bon, mais écoutez, elle a été compensée à l'euro. Donc, il n'y avait pas de raison d'augmenter les impôts. Ils en ont profité comme prétexte pour monter les impôts fonciers, ce que je regrette aujourd'hui. On a baissé les impôts. On a baissé aussi les impôts sur les entreprises. Absolument. De 25 milliards. Donc voilà. Vous avez parlé donc on est tout à libéral. l'heure du fait qu'Emmanuel Macron, selon vous, n'avait pris que des décisions sur le quotidien des Français. Oui. Un président de la République, quand il engage sa candidature, il dit élisez-moi, je vais améliorer vos conditions de vie, vos conditions de travail. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un seul Français, ou deux, si on vous exclut, un seul Français aujourd'hui qui vit mieux en 2025 qu'en 2017 ? Oui, je pense qu'aujourd'hui, le pouvoir d'achat a monté entre 2020 d'abord. Le pouvoir d'achat a monté. D'abord, c'est déjà qu'on vit mieux. Quand le pouvoir d'achat monte, on vit déjà mieux. Je vais vous donner un autre exemple. Le pouvoir d'achat ne monte pas, monsieur Patria. Si, le pouvoir d'achat n'a jamais été aussi bas. Le pouvoir d'achat a progressé. Mais tout a augmenté. C'est la préoccupation des Français, le pouvoir d'achat. Ne dites pas des contre-vérités. Le pouvoir d'achat, demandez au statistique de l'INSEE. C'est des sondages. Non, c'est pas un sondage. Ça, c'est l'INSEE qui le dit. Le pouvoir d'achat des Français entre 2017 et 2004 a progressé. Je le donne comme tel. C'est une chose. Bon, ça, vous pouvez pas. Tout le reste a augmenté. Le prix de l'électricité a augmenté. Le prix du gasoil a augmenté. Le prix de la taxe foncière a augmenté. Tout a augmenté. C'est que les recettes ont augmenté plus que le reste. C'est comme ça. Bon,
Je le dis. Oui, vous pouvez me dire le contraire. C'est comme ça aujourd'hui. Moi, je ne vous dis pas le contraire, mais je vous dis malheureusement que notre entretien est terminé puisque là, il est 19h44. J'aurais aimé continuer. Bah oui, mais moi aussi. Mais je pense qu'au bout d'une heure de on n'a jamais le temps de rien dire ici. Ah bah voilà, monsieur se plaint. 19h44. Merci beaucoup, Merci Force Patria. Vous reviendrez tous les matins à 8h moins le quart et 9h moins le quart. Vous retrouvez Olivier Lagarde pour la revue de presse d'Olivier Lagarde tous les matins à 8h moins le quart et 9h moins le quart sur Europe 1 et quand vous voulez, bien sûr, avec le replay. À tout de suite sur Europe 1.